C'est trop drôle. Ça commence toujours comme ça commence toujours par les gens qui C'est rigolent. vrai? Ça, je sais pas faire, je suis sûre. Attends, j'ai mal fait en plus. Salut Lucie et bienvenue dans le Haut Talk. Pardon, j'ai pas l'habitude. Du 14 au 20 mars, c'est le podcaston. Mais c'est quoi le podcaston exactement ? Podcaston.org a pour but de convaincre le plus grand nombre d'animateurs et d'animatrices de podcasts possible de consacrer un épisode de leur émission à une association caritative de leur choix. Ces épisodes, publiés simultanément dans un effort coordonné, créent une vague massive et internationale de contenu audio consacré à des causes importantes. Le Haut Talk est très heureux de participer à la 4e édition du podcaston. Comme j'ai beaucoup de proches engagés dans l'associatif, j'ai voulu saisir cette occasion pour proposer non pas un épisode, mais 4 épisodes sur un mois consacrés à l'engagement associatif de mes amis. Et parce que l'engagement associatif et caritatif, ça peut prendre plein de formes, rendez-vous chaque samedi du 14 mars au 4 avril pour parler de père et danse trans à Quimper avec Lucie et la collective CTFS, d'envoyer des milliers de flottilles à Gaza avec Capic et le mouvement citoyen Thousand Madeleines to Gaza, de comédie musicale à Savigny-sur-Orge avec Maeva et l'association Plume en Scène, et de construire une bibliothèque à Ekpé au Bénin avec Morgane et l'association Faire vivre une bibliothèque à Ekpé. Bon visionnage ou bonne écoute. Salut Lucie et bienvenue dans mon podcast Le Haut Talk. Salut Marjo, merci. Comme d'habitude, on va commencer cette interview en parlant de tes passions, tes hobbies, tout ça. Quelles sont tes passions, tes hobbies, les sujets qui t'intéressent ? Eh ben, moi j'aime bien plein de choses quand même, je pense. J'aime bien la santé, et ce qui a trait à la santé, c'est mon boulot d'ailleurs, mais ça c'est plutôt le côté pro. Autrement, ce que j'aime bien les dinosaures. T'es autiste ? Un petit peu, ouais. Je me pose la question parfois, mais j'ai pas envie de chercher plus loin, mais voilà. Moi j'aime bien entreprendre des projets et me dire, ah ouais, je vais créer un truc, genre je me lance dans un projet, tu vois, et je me dis, je vais faire ça, et je fais toute la trame, et après je le termine pas. Donc tu vois, c'est un TDAH. Peut-être, un petit peu aussi. J'aime bien faire de la musique aussi, j'aime bien écrire des chansons, être autodidacte en musique. Et je vais citer quelqu'un que j'ai entendu récemment dans un café qui disait qu'il était contre la technique en musique, et je suis totalement d'accord parce qu'en fait moi j'apprends par moi-même parce que j'ai pas eu accès à des cours de musique dans ma vie en fait, et du coup j'ai tout appris par moi-même, et parfois les gens ils disent, ah elle est très mal accordée ta guitare, et moi je me dis mais va te faire foutre en fait, parce que moi j'aime bien, et ça sonne bien je trouve à mon oreille. Et après sinon ce que j'aime faire aussi c'est le sport. Je pense que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, avec des moments où j'en faisais moins que d'autres, et en ce moment j'en fais, donc je suis contente, je vais à la salle. Et puis j'aime me baigner. Ça ça fait 6 ans maintenant que j'habite en Bretagne. Ouais, ça va faire 6 ans dans 2 semaines. Et au début j'aimais pas trop me baigner dans la mer, et en fait un jour j'ai découvert que je pouvais me baigner dans la mer. Et c'est génial. Et tu vois, et qu'importe le moment de l'année en fait tu vas te baigner. Et t'es là, et t'es dans l'eau, et t'as une espèce de merci en fait, de dire mais waouh, je suis dans l'eau, c'est génial. Donc voilà. Oui. Quand j'étais enfant, on partait tous les étés 2 semaines à la mer avec mes parents, et on était tous les après-midi à la plage, et au moment où on arrivait à la plage, je partais nager, on ne me voyait plus de l'après-midi. J'étais dans l'eau tout le temps. Mais c'est comme quand t'es venu la dernière fois en Bretagne et qu'on était allé faire la randonnage, tu sais, c'était trop chouette. Oui, c'est trop bien. Mais bon, je me baigne pas quand il fait super froid, j'avoue. Bah si, franchement, il faut essayer. On l'a fait quand je suis venue l'été, il y a 2 ans, 3... un été, et on a fait le bain de minuit, et on s'est baigné quand il pleuvait et tout. Moi je me rappelle plutôt quand on allait se baigner au lac à Strasbourg, tu sais, le soir et tout. Là. Mais c'était trop bien. C'était trop chouette. Et qu'après, tu sais, on est allé se baigner au lac, et ensuite on est allé à Place Kléber, on s'était baigné dans les fontaines. Oui. Ou c'est l'inverse peut-être, je sais plus comment on avait fait. C'était dégueulasse, et on puait après. Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'était le bon temps. C'est jeune. C'est terrible. On allait fluncher. On est quoi ? On allait fluncher. On allait fluncher. Oh, c'est génial ça. Je sais pas où il y a un flunch ici. Il y en a un gars. Oui, on y allait, mais je sais pas où il y en a un ici. Quels sont les hobbies que tu penses que les gens associent à toi en premier ? Bah, en ce moment, je pense que ce que les gens associent à moi, ça fait lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est la baignade. Parce que, moi j'ai commencé à me baigner dans la mer, dans l'océan, en janvier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me baigner, et depuis j'y vais genre toutes les semaines je vais me baigner, toute l'année. Et du coup bah quand je dis ah bah je suis allé me baigner ce week-end alors qu'on est genre le 15 janvier, et les gens ils disent mais tu mets une combinaison? Bah non. Et du coup ça marque les gens, aussi pareil, toujours un petit peu dans ce côté un
un peu masochiste peut-être. Et moi c'est pareil, faire mon sport genre tôt le matin, genre à 6h à l'ouverture de la salle, parce que j'y vais avant le travail souvent. Oui, il y a des gens qui font ça, mais... Ouais, il y a des gens qui font ça. Attends, mais tu vas à la salle, à 6h t'es à la salle? Ouais. Bon, en ce moment un peu moins, parce que j'ai commencé à lâcher un peu le pied et j'ai changé mes horaires de boulot. Mais autrement, ouais, à 6h. Ou alors, parfois quand je sors de nuit, tu sais, quand je bosse de nuit à l'hôpital, et que je sors de nuit, j'y vais à 7h, je fais ma petite séance, je rentre, je dors, mais comme une tombe. Bah ouais, ça je pourrais, parce que moi, tant que je suis pas couchée, je suis pas couchée. Ah ouais. Par contre, se lever le matin, c'est dur. Mais après, je le paye, hein, je suis fatiguée et tout. Franchement, ça se voit que j'ai plus 20 ans, ouais. Et voilà, le temps passe. Je te jure, les soirées, c'est plus pareil après. Ouais, c'est pas pareil. Non, mais j'ai vu que j'avais des collègues qui étaient allés ensemble je pense qu'ils sont allés en boîte ou je sais pas, cette semaine. Et je sais pas quand ils sont allés, mais en tout cas, les photos ont été postées en semaine et j'étais là genre... Oh là là, aller en boîte en semaine. En même temps, je l'ai jamais fait, hein. Mais c'est trop dur. Faut être jeune pour faire ça. Ou pas avoir d'enfants. Enfin, franchement, tu sais, moi, comme j'ai mes 2 chats biologiques à la maison, j'ai des responsabilités, ce qui fait que moi, je peux plus me coucher à pas d'heure. Bah oui, moi aussi, avec mes 2 lapins biologiques et mon chat adoptif. Ouais, franchement. Ma lapine biologique qui a d'ailleurs eu 5 ans aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Joyeux anniversaire, Flora. Et du coup, moi, les choses que je t'associe, les hobbies, c'est Animal Crossing, Oui, ok. les animaux, Oui. le chat et la Oui, c'est vrai. Oh. et les pranks. Et Les pranks, les blagues. Les planches. Ouais, Pourquoi les planches? bah, pour mettre des clous. C'est Les vrai. canulars. Le second degré, Voilà. raconter des conneries. C'est ce que j'ai dit à Téné avant qu'elle te rencontre. Je dis, par contre, crois jamais ce qu'elle te dit. Oh, c'est pas gentil. Mais c'est horrible parce que du coup, il y a des fois où je raconte des anecdotes qui sont vraies et un peu farfelues et les gens ils sont en mode... Franchement, c'est comme tout à l'heure, on était au RER avec Maxime et je lui raconte un truc genre de ah bah tu vois là cette espèce de capsule à l'hôpital on a ça aussi, en fait c'est un pneumatique dans lequel tu peux mettre tes papiers, tes prises de sang et tout et ça aspire ton tube et ça l'emmène au labo, tu vois. Il est en mode à d'autres hein. Alors que c'est un vrai truc, tu vois. Moi, je l'aurais cru, je pense, parce que dans les pharmacies des fois il y a ça. Bah oui, voilà. Mais bon, comme quoi, est-ce qu'il paraît un peu plus me croire donc, bah voilà. Et moi, ce que j'associe à toi, c'est ça? Oui. Ah, j'anticipe la question. Alors, quand je réfléchis, je vais dire Code Lyoko, déjà. Je vais dire Disney. Et je pense que c'est à cause de toi que j'aime les chansons Disney. Oh. Ouais, parce qu'avant, je les écoutais pas vraiment. Et je pense qu'il y a un jour, peut-être, où t'avais la chanson We Don't Talk About Bruno. Et je sais pas, je crois que c'est de là que c'est parti en boucle. Mais moi, j'adore les musiques de Disney. Mais on parle des Disney classiques, Disney Channel, t'écoutais déjà? Des trucs Disney Channel? J'avais ou pas Disney Channel. Mais genre parce que à ton anniversaire on a chanté Camp Rock. Oui, mais Camp Rock ça a rien à voir avec. C'est pas pareil. Ok. Et puis Camp Rock c'était vraiment pour la signification de la chanson. Oui, Enfin, oui, c'était oui. quand même un truc Mais tu sais symbolique. que j'ai fait la grosse prouveuse quand on a chanté ça à ton anniversaire. J'ai chanté de ouf fort et tout. sur la Et j'ai eu des compliments, j'étais là genre. Je l'ai fait exprès. Mais tu chantes bien en même temps, c'est normal. Bah, tous les deux, vous chantez super bien en tout cas. Je me rappelle très bien. Vous étiez devant, sur la gauche. Vous avez eu des bonbons parce que du coup, vous aviez bien participé. Hein Michel Drucker. J'ai noté aussi les parcs d'attractions, notamment Europa Park, la base. Et puis parce que, genre, t'es la personne qui paye des passes pour Disney et compagnie. Et où trouves-tu toute cette énergie, franchement? Mais justement, j'en ai plus parce que j'avais plus le temps d'y aller et parce que c'est. Plus le droit d'y aller? C'est plus le temps. Ah. Je suis bannie. Avec des... Ça aurait pu. On sait jamais, hein. J'avais plus le temps d'y aller et les prix ont augmenté de ouf. Ouais, j'imagine. Moi j'étais contente, je suis allée pour la première fois l'année dernière et j'ai quand même trouvé que c'était surcoté parce que les gens ils font tout un truc de Disney et en fait j'ai trouvé que c'était surcoté alors que après je suis allée au parc Astérisque et c'était chouette, tu vois, c'était déjà mieux que Disney et ensuite je suis retournée une énième fois à Europa Park et là j'ai dit ah c'est quand même Europa Park le meilleur. Ouais, bah ça dépend ce que tu recherches. Hein. Bah, oui. Les gens qui aiment Disney, ils aiment Disney pour vraiment la magie, pour Disney. J'ai pas, en fait, c'est ça que j'étais déçue, c'est que j'ai pas trouvé la magie à Disney. Ah ouais. Ouais, franchement, c'était. C'est marrant. Ce que j'associe à toi aussi, c'est les aboiements, parce que tu sais super bien aboyer. Et sinon, un dernier truc aussi, ce qui me raccroche à toi aussi, ce qui me fait penser à toi, c'est Strasbourg et la RCTS. Forcément, l'amicale radicale des cafés trans de Strasbourg. Là où on s'est rencontrés, donc. Et bah, parfaite transition pour parler de la CTFS du coup. Là, c'était fesses. Tu parles de mes fesses là? Oui. Oh,
vraiment trop bonne comédienne. Parfois, je me dis que je devrais faire les cours Florent. Mais c'est à Paris et j'aime pas Paris. Ça coûte cher. Là, c'était fesses, ça veut dire quoi? C'était fesses déjà, c'est une expression pour dire mets-le-toi de ton cul avant de t'occuper de mes fesses, tu vois, genre chacun pour sa poire et ça c'est bien aussi. Parce que n'oubliez pas, c'est tes fesses, c'est pas les miennes. Et en fait, c'est un acronyme, c'est CTEFS, et les gens ils savent jamais l'écrire. Ça veut dire Collective Trans en Finistère Sud, et c'est collective LGBTI+, mais en tout cas pareil pour les personnes trans, militantes, et qui agit sur le territoire, comme le nom l'indique, du Sud Finistère. Pourquoi ce Ouais. sigle? Sur l'histoire de la collective, on avait vraiment cette envie de faire une organisation pareil pour les personnes trans, pour avoir une autonomie de plaidoyer, de revendication, mais également de lutte par les personnes concernées directement. Et c'était à la sortie d'un match de roller derby et on était en train de rigoler en disant, on avait une bière à la main, on dit il faut qu'on fasse un truc et tout. Et moi je fais allez, un truc genre pas une asso mais un collectif trans. Donc c'était en Finistère Sud, FS, FES, c'était FES. Ah bah voilà. Et en fait du coup il y avait un petit peu ce truc, c'était FES, ça faisait un peu ce jeu de mots que je te disais juste avant. Et en même temps il y avait un peu ce côté, est-ce qu'on ose utiliser un nom un peu provoque comme ça? Comment vont réagir si jamais on se développe? Comment vont réagir les gens, tu vois, de parler de CTFS? Comment tu peux avoir une certaine crédibilité avec un nom un peu tiré par les cheveux? Et en fait, aussitôt, on s'est dit, non mais c'est pas, enfin, on s'en fout des gens, parce que justement, c'est mets-le-toi de ton cul avant de nous faire chier, tu vois. Et en fait, on s'est dit, mais on le fait. J'étais un peu celle qui disait, on le fait, et les autres qui étaient en mode, ouais, ok, c'est fait. Et en fait, ça a été fait, quoi. Donc c'est ça qui est génial. Comme c'est CTFS, l'idée c'est de faire un logo avec une paire de fesses, justement. La légende raconte que c'est les miennes, mais ce n'est pas vrai. Au début de l'activité, en plus, on a été très régulièrement mentionné dans les articles de la presse facho locale, tu vois, un peu réac, qui disait ouais, l'assaut aux fesses stylisées, nanani nanana, encore frappé. Et du coup, ce truc de. On s'est réapproprié plusieurs vocabulaires qui nous ont assignés. Et ce truc de l'assaut aux fesses stylisées, on l'a récupéré. Et genre, quand j'en parle aux partenaires ou quand je suis en formation et que je dois présenter l'association, je dis vous constaterez, le logo c'est une paire de fesses stylisées. Et vraiment, je mentionne tout ça. Et là où je pensais que ça allait être un frein, et en fait, les gens ils rigolent. Et souvent ils sont là, ils regardent. Et ils se disent, mais en fait c'est une paire de fesses que vous avez en logo, bah ouais. Ouais, j'avais bien compris le truc de genre, c'est tes fesses, mets-toi ton cul, etc. Mais est-ce qu'il y a un rapport ou pas du tout avec les piqûres d'hormones qui peuvent être faites dans les fesses? Alors initialement, sur le logo, j'avais envie de mettre un petit pansement sur la fesse pour faire un petit peu le pansement de l'intramusculaire. Mais c'était très laid, donc je l'ai pas fait. Et Mais tu l'as fait sur ma vraie fesse, du coup. Je l'ai fait sur ta vraie fesse. Oui, c'est vrai. Bah voilà. Et peut-être, si t'as envie d'y voir ça, on peut dire que c'est ça. Hein. C'est vraiment, on est une association qui prône l'autodétermination et autant l'autonomie de pensée aussi. Donc si dans ta représentation, c'est une fesse injectée d'hormones, de synthèse et tout, et ainsi soit-il, et je t'encourage. Super. Ouais. Je vois ça. Comment et pourquoi l'association est-elle née? Si t'as d'autres choses à ajouter. Ouais, en fait, l'asso, donc c'était en 2021, donc on était dans un contexte sanitaire un peu particulier parce qu'on sortait de la... Non, enfin on savait pas trop qu'on sortait de la période Covid, mais on était encore dedans un peu. Donc forcément, le Covid a isolé beaucoup de personnes, donc en ressortie, il y avait un besoin qui était ressenti, en tout cas de faire communauté, de se retrouver entre personnes concernées. Du coup, moi je venais d'arriver sur Quimper, donc je cherchais un petit peu ce qui existait parce que j'avais aussi ce sentiment d'un peu d'isolement et de besoin de retrouver d'autres personnes qui partagent des expériences similaires aux miennes. Il y avait une asso locale qui avait une section de défense des questions trans. Et le souci, c'est que c'était une asso un peu institutionnelle et tenue par des personnes non concernées, des personnes cis. Et du coup, si je voulais faire quelque chose, faire une activité, faire du plaidoyer ou autre chose, il fallait l'approbation des personnes non concernées. Et pour moi, c'était déjà pas concevable. Ensuite, il y avait un défaut dans l'accès aux soins et à la santé qui était vraiment prégnant dans le territoire. Okay. Et j'avais envie d'agir là-dessus aussi, sur ces difficultés. Et ce qui a vraiment
était le déclencheur de la création de la collective, c'était que on avait des situations de transphobie administrative à Quimper, avec les agents de la ville qui étaient notamment au service état civil, qui ne respectaient pas les dernières lois de modernisation de la justice, et du coup on a créé l'asso justement pour pouvoir avoir un organe qui serait je vais pas dire légitime parce qu'en fait on était tous légitimes à intervenir, mais un nouvel organe en tout cas pour faire un poids et dire ok, il faut que les choses changent parce qu'on peut pas laisser les discriminations systémiques être un frein dans la vie et l'épanouissement des personnes trans non binaires du territoire. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait c'est parti un peu où on rigolait, tu vois, on était autour d'une bière, on a créé ça autour d'une table et en fait ça nous a un petit peu dépassé, tu vois. Et ce truc de besoin de faire communauté, en fait on a créé la collective. Moi je venais d'arriver, donc tu vois, ça faisait 1 an et demi que j'étais à Quimper, je connaissais pas grand monde à Quimper, j'avais quelques connaissances, j'avais identifié quelques personnes concernées et en fait on a créé ça. On a fait le premier groupe de parole 3 mois après. Quand on a ouvert la porte et qu'on s'attendait à avoir 5 personnes qui venaient au groupe, on était 30 dans la salle, tu vois. On était en mode, on ouvrait et les gens ils venaient et on était là, on disait mais vous venez pour le groupe de parole en fait? Et ouais. Et la salle, c'était une petite salle, tu vois, vraiment. Et les gens rentraient et ils rentraient. On était là, on était en mode mais qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, on n'avait jamais animé de groupe de parole trans, tu vois. Enfin, on avait participé, on avait des expériences ou d'autres groupes de parole par mon activité pro, j'avais déjà fait des groupes de parole pour autre chose, tu vois, mais on était là en mode oh. En tout cas, ça te conforte dans l'idée qu'il y a un besoin. Hein. Bon, aujourd'hui, ça a évolué. Hein. 4 ans après, c'est plus le même besoin. Il y a plus 30 personnes au groupe de parole. Hein. On est très loin de ça maintenant. C'est bien en même temps. Ça montre aussi carrément. Ce que ça a fait. Quel est ton rôle dans l'association? Eh ben, moi, je suis militante dans l'association et je pense que c'est déjà bien. Je suis cofondatrice sur l'idée et du coup j'ai pendant longtemps impulsé beaucoup de projets avec l'accompagnement dans la mobilisation, dans la montée en compétences des militanteux, avec cette idée de développement un petit peu communautaire où les personnes elles pourraient être autonomes, s'épanouir dans une activité militante et associative, dans un bénévolat en tout cas, dans de la lutte. Et du coup j'avais vraiment cette passion d'accompagner la construction de ce projet. J'ai donné beaucoup de temps et après j'ai dit maintenant vous avez 6 mois, un truc comme ça, et dans 6 mois je suis plus là. Enfin, je disais un petit peu, c'était comment on réfléchit une autonomie parce que je voulais pas être quelqu'un d'indispensable ou nécessaire parce que sinon ça me fait une casquette que j'ai pas envie de porter, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité de personnes identifiées ou autre chose. Je voulais que ce soit vraiment un projet dont les personnes s'en saisissaient si elles le souhaitaient et du coup vraiment on a fait tout ce temps où à chaque réunion on disait ok comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe dans 5 mois et tout. Et voilà, et après j'ai fait une pseudo-année sabbatique où j'étais quand même un petit peu là et là je reviens doucement et en fait c'est super parce que les militants elles sont complètement autonomes et ça c'est vraiment c'est super et il y a des personnes qui font vivre l'asso avec des nouvelles perspectives, des nouvelles idées et moi ça me fait apprendre beaucoup. Mon rôle c'est d'être je pense militante au sein de l'association, de la collective. Vous avez un fonctionnement, vous avez un bureau avec présidente, secrétaire, tout, non? C'est pour le cadre légal, forcément, c'est une asso. Comme ça, on a d'autres possibilités. Et du coup, là, aujourd'hui, on tend à un fonctionnement qui est plutôt collégial. C'est-à-dire qu'il y a la formalité administrative avec la présidence et la trésorerie pour l'aspect légal. Et dans les statuts, c'est clairement écrit que personne n'a plus de valeur qu'une autre, n'a plus de poids décisionnel qu'une autre ou de représentativité. Ce qui fait que chaque membre adhérente est membre du CA, du conseil d'administration, et voilà, chacun a un pouvoir décisionnaire pareil. C'est cool. Est-ce que tu avais déjà été active dans des assos avant? Ça dépend, active comme usagère, comme consommatrice d'une asso, oui, je pense. Après, quand je suis arrivée à Quimper, je me suis un peu investie, comme je te disais, dans une asso qui correspondait pas forcément à ce à quoi moi je tendais. Donc voilà, c'était beaucoup d'apprentissage. J'ai énormément appris sur le tard, sur le terrain, ou en allant voir d'autres assos pour voir comment ça fonctionnait. Tu aurais pu me demander, moi je suis présidente d'asso. Oui, c'est vrai. Mais j'avais pas cette culture associative, moi, en fait. J'ai la culture associative, puisque j'étais inscrite dans les assos, ma mère avait beaucoup d'assos, après je savais pas comment ça fonctionnait. Mais oui, c'est vrai, je pense qu'on peut dire que j'ai la culture. Mais oui, t'avais déjà cette approche en tout cas de groupe et...
Moi j'étais plutôt quelqu'un de solitaire, tu vois. J'avais pas d'activité collective. Ah oui, d'accord. Oui, moi ça a toujours fait partie. Genre en septembre, c'est la journée d'association. Il y a des gens qui savent pas ce que c'est, alors que moi, ça a toujours été. Premier week-end de septembre, c'est journée des assos. Et pourtant, en 4 ans, avec l'asso, on n'a jamais fait de forme des assos de septembre, c'est pas tu le vois. format, On a fait d'autres villages associatifs, mais pas le forme des assos. Ok, bon, ça dépend du format d'asso que t'as, quoi. Ça Ouais, dépend oui. du but de l'asso. Ouais, oui, oui. Quelles sont les actions de l'association ? L'action de base, ça va être ce qu'on appelle la paire aidance, donc l'autosupport, le soutien par des personnes qui expérimentent des vécus similaires, par des personnes trans, non-binaires, en questionnement sur leurs identités de genre, toute personne en tout cas qui sort de ce cadre conventionnel du cissexisme. Du système. Ouais, du système. Du coup, c'est ça. Donc, c'est de l'accueil, de l'écoute, de l'orientation, de l'accompagnement dans les démarches. Ça se traduit par des permanences. Donc, initialement, c'était une permanence hebdomadaire. Maintenant, c'est 2 permanences par mois. 1er, 3e samedi du mois. Un groupe de parole chaque 3e jeudi du mois. Donc, ça, c'est une date qui tourne aussi depuis 4 ans. Et après, c'est au regard et en fonction des disponibilités, motivation des militantes. Donc on a fait plein de choses. On a fait de la réduction des risques en milieu festif avec des stands sur festival pour pour prévenir en tout cas les violences et comportements sexistes. On a un grand volet aussi de sensibilisation, de transformation de l'environnement avec justement des actions de formation, que ce soit des formations intracommunautaires ou des formations vers l'extérieur. Et souvent sur un format participatif et pas forcément descendant, même si il peut y avoir des parties qui le sont. L'idée c'est d'amener à la réflexivité pour que chacun puisse identifier si ce que nous on va apporter au regard de nos expériences ça va leur parler, ça va leur faire sens ou pas, et comment est-ce que les personnes souhaitent s'en saisir ou non en fait. Et voilà, il n'y a rien qui est imposé, il n'y a pas d'idéologie qui est invoquée, c'est vraiment chacun regarde si ça lui parle ou pas. On a aussi un volet forcément un peu événementiel, militant, en tout cas on tend d'avoir ce profil-là, donc on propose de l'événementiel, que ce soit des soirées, des journées thématiques, des bingos, des concerts. On fait de la lutte aussi, on a organisé beaucoup de manifs, un peu moins ces derniers temps, mais on participe quand même à des manifs. On a organisé la première marche des fiertés de Quimper également, qui était une Pride radicale nocturne. Après, on a organisé 2 années de suite, par la suite, une Pride toujours radicale, mais en journée. Et là, l'année dernière, on n'en a pas fait. C'est pas grave, en fait. Parce qu'il y a une autre asso qui organise une Pride plus conventionnelle aussi, donc c'est aussi bien d'avoir une complémentarité sur le territoire. Oui, c'est pas la même personne qui participe forcément. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément les mêmes messages qui sont portés non plus. C'est pas les mêmes personnes qui sont invitées. On est une entité qui est politique et revendicative, mais on est apartisane, et donc forcément, il y a toute cette question aussi de est-ce qu'on va inviter la municipalité à la Pride ou pas, et donc ça c'est des choses qui ne rentrent pas en tout cas dans notre cadre radical, parce qu'on veut garder aussi et préserver notre autonomie de râler et de dénoncer, surtout de dénoncer ce qui se passe et l'actualité locale, mais également politique globale et internationale, parce que y a plein de choses qui se rejoignent. Il y a plein de projets qui se font vraiment selon les motivations. On a aussi pendant un temps monté un groupe de musique en mixité choisie, avec des personnes actives de l'asso, où on a dit venez, on va faire de la musique, et ça a donné des concerts. Genre on a tenu des concerts amateurs professionnels, mais c'était des super moments. Musique amateur, on est en mixité choisie, on écoute de l'association de collectifs trans en Finistère Sud. On foule le pavé, on lève le poing contre le caviar, et depuis toujours on est mobilisé, les trans, les queers et les pédales. Voilà, et puis vraiment on est ouverte à plein de choses, et j'ai fait des choses par l'associatif que jamais j'aurais pensé que j'allais faire, tu vois. Voilà, bref. Ça m'a permis par exemple de voir Angèle de très près, la chanteuse, parce que du coup on se faufile un peu partout quand on est sur le terrain, tu vois, mais... Moi j'ai déjà vu Angèle de près, mais c'était dans un rêve. J'ai rêvé que...
Je sais plus je crois que j'ai rêvé que je montais sur scène pendant son concert, ou je sais pas, qu'elle venait me voir après le concert, je sais plus, il y avait un truc comme ça, c'était il y a longtemps, mais j'ai vu Angèle Depré dans un rêve. Waouh, mais quelle star. On a participé aussi plusieurs années, chaque année, à l'Existence Inter qui se passe à Paris aussi. On était dans l'Orga aussi. Là, on est un peu en retrait en ce moment. Ce qui fait qu'on a pris la parole, tu vois, pour représenter un peu la Bretagne. Nous avons besoin de suivi et d'accompagnement personnalisé et réellement dépsychiatrisé qui respecte nos corps, nos identités et nos parcours. Nous exigeons une étude objective et sérieuse de nos parcours d'affirmation de genre. Nous réclamons avec les recommandations de l'HAS que les personnes trans mineures soient accompagnées avec respect, écoute et dignité. Ce sont des vies, des parcours, des avenirs qui sont en jeu. Oui, c'était avec vous que j'étais venue. Et toi, c'est quand même une autre ampleur que les manifs de Quimper. Et donc, c'est impressionnant. Et en même temps, je trouve que c'est important aussi de pouvoir porter cette parole, parce qu'il faut pas avoir à la justifier en permanence, mais en tout cas, les assos de province, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me fait un peu hérisser le poil, parce que à Paris, il se passe énormément de choses, parce qu'il y a un milieu qui est propice à faire des choses, tu vois, il y a une mobilisation qui est plus forte parce qu'il y a plus de personnes, il y a plein de choses, et en même temps, il y a un peu cette idée, moi c'est comme ça que je ressens les choses, et c'est ok, mais j'ai un peu cette idée que parfois les assos parisiennes sont un peu nombrilistes, tu vois, sur ce qui se passe, et que nous on est en marge, et qu'on n'est pas du tout considéré ou valorisé, et c'est important d'avoir le droit de le dire, et pour autant ça veut pas dire que je mets en cause ou je remets en question ce qui se passe à Paris, parce qu'il y a un travail impressionnant qui est réalisé par ces assos, donc forcément, mais après tu vois, au regard des réalités matérielles et humaines, faut aussi faire à chaque niveau et accepter de valoriser ce qui se passe dans d'autres territoires. Oui. Et donc nous ça a été aussi, plutôt à mon sens, moi dans ma perception des choses, ça a été quelque chose d'important d'aller voir d'autres assos un peu partout en France, de comment est-ce que Yael faisait dans des petites collectives qui se passent en ruralité et tout, et donc ça a permis de belles rencontres, d'autres rencontres un peu moins belles aussi, mais ça a permis des rencontres en tout cas, et ça c'est chouette. Quels sont les besoins de la CTFS actuellement ? Les besoins de la thune. Non, en vrai, je dis de la thune, mais c'est vrai parce que factuellement, toutes les là, tu vois, on loue on loue un bureau dans un tiers-lieu inclusif, donc franchement, c'est un super endroit et on est ravis d'y être, mais ça reste un budget. Donc ça veut dire qu'il faut de la thune. En même temps, on demande pas / très peu d'argent public parce qu'on n'a pas envie de dépendre des institutions. Donc généralement, quand on demande, c'est parce qu'on répond à une tâche, tu vois, genre le fonds du développement de la vie associative, par le fait qu'on anime des formations, où du coup ces formations on les valorise pour demander un financement sur le territoire. Voilà, mais on ne demande pas vraiment beaucoup d'argent public et généralement on ne l'accorde pas. Genre la DILCRA, on ne correspond pas à leurs valeurs et à leur éthique, je pense, donc on ne reçoit pas de thunes de la DILCRA. Donc voilà, de la thune, et sachant aussi qu'on a des actions qui tendent à être accessibles au maximum, et notamment l'accessibilité financière avec les solidarités, donc tout ce qu'on fait c'est gratuit. Pour autant on veut valoriser également les personnes qu'on mobilise quand il y a des intervenantes extérieures, genre des artistes, etc. Donc il faut valoriser, et en même temps ça fait des budgets, pas forcément toujours des budgets positifs, donc il y a cette frustration, et comment on fait rentrer de la thune. Donc en fait, vas-y. Et vous préférez faire gratuit que genre plusieurs tarifs ou Et ce qu'on fait en tout cas, c'est on n'impose pas de prix. On propose toujours à prix libre. Le prix libre, ça implique la gratuité, donc si les personnes ne veulent pas payer et qu'elles ne payent pas, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de se justifier. Et après, on met des prix conseillés, c'est pas conseillé plutôt, mais oui, généralement pas conscient, parce que conscient, il y a un truc un peu moralisateur derrière, mais généralement t'as le prix solidaire, le prix de revient, soutien, en tout cas, voilà, on indique le prix de revient, combien nous ça nous coûte. Et après voilà, et les personnes font ce qu'elles veulent en fait, et c'est pas grave. Et on n'est pas derrière à fliquer, et souvent c'est même en libre service, les personnes se servent. Les actions, l'adhésion elle est gratuite, tu vois, ou elle est à prix libre, parce que t'as pas le droit de faire une adhésion gratuite à une asso. Mais voilà, tout ce format-là. Du coup, ça pose plein de questions aussi. Pareil pour les temps, en fait, on a vraiment des temps qui sont essentiels pour nous sur le bien-être des militanteux et des bénévoles. Du coup, c'est comment est-ce qu'on le valorise, comment est-ce qu'on fait des temps de cohésion, comment on les finance, etc. Donc voilà, la thune, ça sert à plein de choses, mais également à accueillir les personnes en demande de soutien et à proposer de la convivialité. Donc voilà, la thune c'est un peu ce que toutes les assos vont demander, surtout dans le contexte actuel je crois. Voilà.
Mais en même temps, on est quand même contenteux pour l'instant d'être assez indépendante sur la thune parce que les perspectives politiques sont pas forcément favorables, donc on préfère anticiper et pas se dire qu'après on est dans la merde parce qu'on n'a plus d'argent. Oui. Donc autant ne pas avoir d'argent et voilà. Ce dont on a besoin, ça serait un soin communautaire, c'est-à-dire que on arrive à mettre beaucoup de choses de côté, beaucoup de rancœur communautaire pour qu'on arrive à se soigner mutuellement et à appréhender ensemble et collectivement l'avenir qui est pas forcément très positif. Et du coup, ça demande parfois de faire un pas de côté aussi pour se concentrer réellement sur ce qui se passe aujourd'hui et penser à l'avenir. L'énergie est déjà limitée, l'énergie militante, et du coup c'est bien de la mobiliser pour soit se soutenir, soit pour faire avancer les choses. Donc, voilà. Oui, c'est-à-dire l'important c'est de faire avancer les choses et pas d'avoir d'être à la tête d'une asso, d'avoir une asso plus puissante qu'une autre. Ouais. Oui, d'accord. Ce qu'on a besoin aussi, c'est de continuer à se former. On est vraiment sur une démarche volontaire de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles choses. On se restreint pas à ce qu'on connaît, on cherche à évoluer, notamment dans des contextes spécifiques, tu vois. On a énormément de volonté, notamment sur les questions antiracistes, mais pourtant on n'est pas encore... on n'est pas optimal, tu vois. Il faut qu'on monte en compétence aussi là-dessus, qu'on apprenne l'animation et l'accompagnement des conflits intracommunautaires aussi, parce que ça c'est des domaines qui sont pas évidents et il y a des collègues de la CTFS qui ont fait un travail énorme en tout cas sur comment est-ce qu'on traverse des conflits en intracommunautaire. On n'a pas toutes les réponses, mais c'est des points qui nous tiennent à cœur de pouvoir évoluer, sortir du punitif et être dans plutôt quelque chose d'un peu transformateur aussi, donc ça c'est des choses qu'on évoque. Ouais, moi j'avais vu le post sur Insta qu'il y avait eu un conflit et comment on répare ça et on s'assure qu'une potentielle victime serait protégée et en même temps une personne accusée ou je sais pas comment qualifier reste accompagnée et pas isolée dans un contexte où les personnes trans sont déjà assez isolées. Ouais, carrément. Mais en tout cas c'était très intéressant de lire le post et de voir cette réflexion. C'est super complexe tout ça comme thématique et donc on essaye de s'y pencher. Mais quoi. c'est un travail pas facile et c'est bien de le faire franchement. Aussi peut-être, comme je te disais, moi je suis pour l'autodétermination, mais je suis pas pour l'autodétermination des personnes alliées. À mon sens, les personnes qui souhaitent se revendiquer comme telles devraient se revendiquer comme aspirantes alliées, tu vois. Et moi, c'est un terme qui me fait frissonner parce que les alliés ont un drapeau allié. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à conceptualiser, à part dans la parodie ou la caricature. Surtout que c'est un drapeau allié qui allie le drapeau arc-en-ciel et le drapeau hétéro. Le drapeau hétéro, c'est un drapeau qui a été créé par des mouvements réac, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plutôt oppressif. Et du coup, ce drapeau allié qui est là, qui est brandi un peu en mode je ne suis pas comme vous, mais je vous soutiens. Tu vois, ça fait vraiment vous êtes différent de moi et je vous tolère. Je suis pas, mais. Ouais, tu vois. Et aussi, il y a un truc genre je suis allié, c'est genre c'est acté, le travail il est fait, alors que. Non. Une personne alliée, c'est contextuel, tu vois, tu seras allié d'une personne qui te définit comme allié. Et tu seras allié uniquement de cette personne au moment où elle te l'accorde. Donc du coup, c'est aspirante alliée, ça permet d'être dans un processus, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, parce que les alliés, ça me fait frissonner, enfin, c'est... c'est hyper intéressant. Mais enfin, pareil, les espaces qui se revendiquent safe place, enfin non, parce qu'en fait, tu auras toujours des personnes avec qui tu es incompatible en fait sur ces espaces, même si c'est des personnes dites safe, tu vois, en fait, ça peut poser problème. Moi, je suis peut-être je suis une personne qui n'est pas safe pour d'autres personnes et vice versa, tu vois. Enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, plutôt des safer places, c'est important de se poser ces questions. Mais en même temps, c'est aussi avoir en conscience que c'est un privilège intense en fait d'avoir ces questionnements-là, de remettre en question. Et du coup, là, tu vois, on en parle aisément et tout, mais parfois j'ai l'impression d'être dans un genre de snobisme intellectuel, alors que moi, initialement, j'étais vraiment la personne qui n'avait pas ce vocabulaire, mais en fait, je pense que je l'ai un peu développé pour m'intégrer ou genre pour me prouver quelque chose. Mais du coup, c'est toujours cette question des privilèges, de l'accès à ces questions, et du coup, comment on les rend accessibles, ces questions, et sans pour autant être là dans une posture de sauveur en chevalier blanc, tu vois, qui va venir, venez, je vais vous transformer votre pensée. C'est pas... Voilà. On n'a pas tous accès aux mêmes ressources pour X ou Y raison. C'est vachement intéressant d'être ouvert
à se questionner. Après, un autre truc aussi, peut-être de ce dont on a besoin, mais c'est plutôt une forme de plaidoyer, de revendication, tu vois, c'est vraiment... Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à en parler un jour, mais pour de vrai, un petit peu de ce que subissent les personnes hétérosexuelles aujourd'hui et les personnes cisgenres, parce que c'est pas évident d'être une personne normale dans la société, tu vois. Et du coup, tu vois, trans par-ci, non-binaire par-là, et je pense qu'il y a une réelle hétérophobie. Et d'être toujours accusé de quelque chose. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, et tu vois, c'est avec toutes les représentations qu'on voit à la télé aujourd'hui, il y a une forme d'hétérophobie parce que toujours des homosexuels, tu vois, parfois on sait pas trop. Moi je raconte ça, mais en vrai, moi on m'accuse de cisphobie, tu vois. On m'a déjà dénoncé d'être cisphobe. Et tout comme on m'a déjà dénoncé de faire de la discrimination contre les personnes qui ont une opinion politique de droite. Ah, mais et ça, c'est quelque chose qui m'a été reproché pour de vrai, tu vois. Ah, t'es pas tolérant avec les opinions des autres. Mais le concept de t'es pas tolérante, t'acceptes pas les opinions des autres. Mais les opinions des autres, elles sont de droite et elles sont pour qu'ils aient moins de droits, enfin... Ouais. Non, je n'ai pas accepté cette opinion, c'est pas une opinion, c'est empêcher des gens d'avoir des droits, sortir de l'individualisme en fait, et accepter qu'on vit dans une société et qu'il y a tout le monde n'a pas accès. Ça veut quoi tu vois, tout le monde n'a pas égal accès à la vie en société aujourd'hui en fait, et faut le conscientiser et Mais je trouve vraiment, surtout sur la transphobie, il y a énormément de blagues gratos qui arrivent dans les conversations comme un cheveu sur la soupe, et t'es genre... C'est obligé, genre, on parlait de prénoms et tout, est-ce qu'on aime bien son prénom? Je disais moi j'ai une collègue qui a changé de prénom, elle dit oui, de toute façon tu peux tout changer sur ta carte d'identité maintenant, ton prénom, je sais pas si elle dit ton genre, mais voilà, c'est gratos, c'est vraiment gratos. C'est culturel, hein. Tu regardes l'actualité avec le procès de Brigitte Macron il y a pas longtemps en fait, l'État a pris position en disant oui, être accusé d'être trans, c'est une insulte, tu vois, donc en fait à partir de là où l'État, où le président, le représentant de l'État, tu vois, vient légitimer ce truc de oui, Brigitte, elle a fait des tests pour prouver qu'elle était une vraie femme. Tu vois, ça c'est de la transphobie pure et dure en fait. Elle subit de la transphobie et du coup elle répète la transphobie pour se prouver qu'elle ne l'est pas. Et en fait qu'elle le soit ou pas, on s'en branle en fait, mais c'est plutôt la position, et là c'est pas anodin comme position. Ouais, non, c'est ubuesque. Mais c'est... elle est globalement très à gauche, on est très très alignés sur plein de trucs et tout, mais vraiment le sujet qui me saoule d'aborder avec elle, c'est la transidentité, parce que une fois elle m'a dit un truc du genre c'est pas parce que tu te dis femme que t'as vécu genre toute la misogynie que moi j'ai vécu. Déjà c'est pas aussi noir ou blanc que j'ai vécu la misogynie ou je l'ai pas vécu. Si tu dis je suis une femme, généralement tu t'es pas réveillée en disant je suis une femme, donc tu t'identifies déjà à ça. Ça veut dire que quand il y a de la misogynie, même si elle est pas dirigée vers toi, tu sais que c'est pour ton groupe de personnes, donc tu le subis indirectement. Enfin, c'est pas aussi noir ou blanc que ce matin je me réveille, je suis une femme et j'ai jamais subi de misogynie, mais aujourd'hui oui. En plus il y a toute la transition passing, pas passing, enfin c'est pas aussi simple que ça. Enfin bon, j'ai pas besoin de te l'expliquer, mais... y a cette... t'es pas obligé de faire tes preuves de harcèlement et de vécu oppressif pour être légitime à être quelqu'un, en fait. Et puis il y a des personnes qui le vivent et qui s'en rendent pas compte, et puis, c'est juste pas aussi noir ou blanc. Après, les discriminations, tout le monde beaucoup de personnes en vivent, et c'est toujours parce que certaines personnes sont dans une position hiérarchique sociale qui va leur permettre d'entretenir ces discriminations. Comment trouver à cette épaisse? En la cherchant, voyons. Oui. Là, faut que je fasse un truc genre avec la main. Ici, ça apparaît, il y a le lien et tout ou pas? On est soit disponible par mail à ctefsquimper@riseup.net, soit sur Instagram @ctefsquimper. On est au tiers-lieu Flux à Quimper, qui est un tiers-lieu inclusif et apprenant, 3 rue du Cosquer, et on a un bureau et on vous accueille le 1er et 3e samedi du mois de 14 à 17h, et le 3e jeudi du mois, accueil de 19 à 20h avec personne accompagnante et de 20h à 22h pour groupe de parole. Voilà. Et après, si tu es une personne
transgenre, transsexuel, non-binaire ou autre identité en tout cas que tu peux revendiquer avec plaisir. En tout cas, tu peux nous contacter, nous rejoindre, ou alors on a un serveur Discord pour les personnes trans de Bretagne occidentale et un serveur Discord de coordination de la Stuffs, la CTFS. Enfin on dit la Stuffs, c'est un peu le truc. L'asso, elle a fait une transition. Tu sais, c'est ce que je te disais. Oui. Parce qu'en fait, de base, c'était le collectif. Et un jour, on en a eu marre et on a dit, mais merde, en fait, on en a marre du masculin neutre. Du coup, on a décidé d'utiliser le féminin neutre. Et du coup, on est devenu la collective. Mais sur les flyers et donc les papiers de l'association, c'est l'AE-collectif Trans en Finistère Sud. Voilà. Et du coup, j'invite toute personne qui est réceptrice de ce message, de questionner son vocabulaire et de ne pas hésiter à le féminiser. Non, aussi oui, à féminiser. Tu vois, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a fait une formation associative et tout sur l'accueil des personnes trans et tout. Et le groupe il était ultra participatif et vraiment tout venait d'elle. Et à la fin, elles avaient 3 consignes que Yel s'était un petit peu auto-attribuées. Il y en a une, c'était s'entraîner à parler en inclusif au neutre, tu vois, à ne pas genrer ses phrases. Le deuxième, j'ai oublié ce que c'était, mais c'était intéressant aussi. Et le troisième, c'était se poser la question, est-ce que je suis un homme ou une femme parce qu'on attend de moi que je sois un homme ou une femme? Et c'était vraiment leur propre approche. Et parce que si moi j'apporte ça à quelqu'un, c'est vachement violent, tu vois, de dire questionne-toi sur qui tu es. Ouais. Et là, c'était vraiment leur conclusion et je trouvais que c'était incroyable comme message, tu vois. Mais typiquement, j'ai un ami, tu sais, il est un peu en mode oui, homme ou femme, je m'en fous. Genre, il va pas se questionner, où il est pas inconfortable au point de se dire je suis trans, tu vois, c'est vraiment, il en est pas là. Mais aussi, genre, si quelqu'un de genre féminin, par accident ou pour X ou Y raison, il s'en fout. Mais je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était sur le Facebook Trans Strasbourg, où il y avait eu un sondage qui avait été fait. C'était genre, est-ce que vous êtes un homme ou une femme trans parce que vous vous sentez homme ou femme trans, ou parce que vous vous sentez pas femme ou homme, parce que vous vous sentez juste pas l'autre genre. Et la majorité des réponses c'était juste je me sens pas l'autre genre. Je me rappelle pas de ce sondage, mais c'est vachement intéressant. Moi ça me fait écho parce que tu vois, mes pronoms c'est elle, parce qu'en fait c'est la facilité dans la société. Parce que j'ai pas envie d'utiliser d'autres pronoms parce que personne s'adaptera et du coup ça fera vivre de la violence. Et pareil, je me présente comme femme parce que ça me correspond, je m'identifie bien, mais je pense que je pourrais être sur un autre spectre. Et pourtant, juste que la société n'est pas prête. Et même en intracommunautaire, les gens sont pas prêts. Tu sais, dès que tu as un pronom qui diffère du yel, et encore même le yel c'est compliqué. Tu vois, les gens sont pas prêts. Et donc du coup, moi c'est pour ça, je pense que. Bah oui, moi je vis comme une femme. Voilà. Ce qui te restreint, c'est ce qui t'expose le moins à de la violence au final. Vivre comme une femme, je pense que ça t'expose déjà à de la violence, mais. Je sais pas, parce que du coup, est-ce que le sexisme c'est pire que la transphobie ou pas, tu vois, Puis de toute façon, c'est pas une vérité absolue parce que j'ai fait ma mec, s'il y a examen médical et que l'information doit être donnée, donc je vis pas strictement comme une femme, mais. Ça va. Je crois qu'au début de notre relation, Téné, elle connaissait pas ou très peu, je crois pas, le non-binaire. Et pourtant, c'est vraiment la personne en dehors du cercle trans, et encore, c'est vraiment la personne qui, tout de suite, a alterné masculin-féminin pour moi, hyper naturellement. J'avais jamais vécu ça. Et ça fait vraiment quelque chose parce que, ce que je disais l'autre jour, genre, j'ai moins ce besoin de dire je suis non-binaire, je suis ça, parce que c'est acté, tu vois, c'est vu, je suis vue comme ça par quelqu'un, mais... Merci beaucoup Lucie d'être venue dans mon podcast, d'avoir répondu à toutes ces questions et pour cette discussion très très intéressante. Avec plaisir, je suis trop contente que tu m'aies invitée. C'est trop chouette. Et merci, j'aime bien parler. Donc c'est bien. J'ai pas trop ri sur la fin, t'avais raison. Sur ce truc de on rigole au début et après ça va. Oui. En breton, pour dire au revoir, on va dire Kenavo, ça tout le monde le sait. Ou quand on est un peu jeune, tu vois, un peu rebelle, on peut dire Kenarvechal. Ça veut dire salut, à bientôt. Et du coup aussi un petit peu quelques petites expressions. Moi je peux te proposer Anarchérien d'Antran, Adrestut et Nepascour. C'est les bretons, ça c'est militant. Tu peux le crier en manif. Adrestut, c'est pas le nom de votre groupe? Ouais, ça veut dire tous de trans. La Dreuse, ça veut dire de travers, mais ça veut dire trans aussi. Dreuse génère, c'est transgenre, tu vois. Et voilà. Et Adrestut, donc tous de trans, et Nepascour antifasciste. Hag et Nepascour et antifasciste, du coup.
Merci pour la synthèse. Merci à toi.